La logistique urbaine, c'est l'ensemble des flux de marchandises qui entrent dans la ville, qui y circulent et qui en sortent. Or, ces flux sont en croissance et causent de plus en plus de nuisances. Encombrement, bruit, pollution. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Première exigence, il faut transporter et livrer plus vert. Une solution de bon sens consiste à utiliser des espaces interstitiels comme les parkings ou les friches pour réimplanter des sites logistiques au cœur des centres urbains. Moins la distance à parcourir est grande, plus les transports électriques et les modes doux deviennent une option réaliste. C'est le choix de Toulouse, où l'aménagement d'un entrepôt juste derrière le Capitole a permis au transport vert de se développer. L'hypercentre, par définition, c'est le plus grand centre commercial de la région et un des plus importants en France. Donc la problématique des livraisons traite depuis pas mal de temps. Le vélo cargo est ainsi devenu la nouvelle star des livraisons. Et voici, bonne journée. Un triporteur comme celui-ci peut transporter jusqu'à 100 kg de colis. Et il se faufile partout où on a besoin de lui. L'idée, c'est que ces pistes cyclables aux côtés de nos départementales puissent aussi être utilisées, pas que par le particulier, mais aussi par les professionnels. Alors même si demain, ça représente 10%, 20% de la distribution de marchandises, c'est toujours ça de gagner. Mais le vélo cargo ne peut pas être la seule solution. Il faudrait 80 vélos cargo, 27 camionnettes ou 16 camions pour remplacer un seul poids lourd. Parfois, le camion est tout simplement indispensable, car c'est le meilleur outil pour massifier les flux. Massifier, c'est avoir des camions mieux remplis. À la plateforme de Montereau-sur-le-Jard, en Seine-et-Marne, la Poste a mis au point une méthode innovante pour occuper chaque centimètre cube dans les remorques. Résultat, 30% de colis en plus dans un même contenant, ce qui veut dire 30% de camions en moins sur les routes. Et cette massification s'applique jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la camionnette qui vient livrer en ville grâce à un système de sacs qui permet d'optimiser le chargement du véhicule. Reste une troisième piste à creuser, mutualiser les flux. Aujourd'hui, les acteurs de la logistique urbaine travaillent sans chercher à se coordonner. Et cela s'explique. La moitié sont des non-professionnels de la logistique. Résultat, des milliers de camionnettes vétustes et surtout à moitié vides. Il est possible de faire autrement. À Toulouse, par exemple, cet entrepôt situé près du centre-ville agit comme une sorte d'entonnoir. Les marchandises, quels que soient les fournisseurs, font étape ici. C'est ainsi que Midica, équivalent toulousain du BHV, a réussi à mutualiser tous ses approvisionnements et à concentrer toutes ses livraisons sur une même plage horaire. Au lieu de 15 camions qui livraient le magasin auparavant, un seul assure l'approvisionnement chaque matin à l'aube. Les solutions existent donc pour une logistique urbaine mieux intégrée dans la ville et les élus ont toutes les clés pour changer la donne. Toutes les questions de permis de construire, de plan local d'urbanisme, de schéma directeur sont gérées par les collectivités territoriales. Ces organisations de l'espace, pour le présent et pour le futur, peuvent absolument intégrer la logistique. La mairie a le pouvoir de police. C'est elle qui réglemente l'accès, les horaires d'ouverture de la zone piétonne pour pouvoir livrer. Et la métropole, elle, c'est les enjeux de développement économique, donc de soutien au commerce, mais aussi comment on accompagne la mobilité qui est nécessaire pour les marchandises dans la ville. Et donc ça, c'est un défi colossal. Un défi exaltant aussi, qui ne demande qu'à être relevé. Rebonjour pour
ce forum Marseille Zéro Carbone en direct de Marseille, de la deuxième ville de France. Un forum que vous pouvez suivre sur nos réseaux sociaux et sur latribune.fr. On a déjà beaucoup évoqué de sujets ce matin. On a parlé de logistique. On va en reparler d'ailleurs dans quelques instants. On a parlé aussi d'investissement, d'entreprise, de Marseille en grand. On a parlé nature et atouts. Pour parler donc de logistique urbaine, logistique décarbonée, qui est un sujet assez aussi vaste que le dernier kilomètre pourrait être précis. Avec moi, donc, Christine Borle-Talec, vous êtes la déléguée régionale pour la Poste pour la région Sud. Et à vos côtés, bonjour. Claire Martin, vous êtes directrice la RSE pour CMA-CGM. Absolument, bonjour. On voit derrière nous, tout le monde ne le voit pas, mais qui est juste à quelques encablures de cette tour. C'est vrai que la décarbonation a pris un élan peut-être un petit peu plus vite avec la crise. Ça a eu un effet accélérateur parce qu'on a vu notamment le boom du e-commerce. C'était des sujets que vous êtes deux acteurs différents, mais que vous aviez déjà adressés. Peut-être première question pour vous, Claire Martin. Quand on s'occupe de la RSE pour un groupe aussi grand, aussi vaste et qui a en plus des ambitions qui sont assez larges dans ce qu'on appelle toute la logistique, toute la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on réfléchit à la RSE ? Alors, en effet, le groupe CMA-CGM, c'est un acteur mondial de la chaîne logistique qui vraiment est là pour offrir des solutions bout en bout, porte à porte, depuis les producteurs jusqu'au consommateur final. Et pour cela, c'est d'abord un acteur du transport maritime de containers, bien connu, le 3e mondial, mais c'est aussi un acteur avec du transport par cargo aérien, de la logistique multimodale avec la filiale Seva et récemment la logistique du dernier kilomètre avec le rachat de l'entreprise Colis Privé. Et donc, finalement, c'est sur l'ensemble des métiers du groupe que les enjeux de décarbonation sont absolument essentiels, parce que d'abord l'urgence est là. Ensuite, la volonté, l'ambition de notre PDG Rodolphe Saadé, c'est bien de faire de CMA-CGM un leader de ces enjeux du climat et de la biodiversité. Et ça va se traduire pour chacun de nos métiers par des plans d'action extrêmement précis qu'on pourra détailler ensuite. Alors, j'ai envie de vous poser la question, c'est que c'est vrai qu'on connaît CMA-CGM pour, vous l'avez très bien dit, le transport maritime. Il y a une diversification d'activités très forte ces dernières années, dont la dernière que vous venez d'évoquer, Colis Privé, qui est une entreprise du territoire, notamment. Est-ce que finalement, c'est une obligation d'aller chercher d'autres verticales, d'ajouter des briques aux briques pour pouvoir faire de la décarbonation vraiment un vrai sujet et souvent, on dit, il y a une action qui est menée, mais le reste à côté ne l'est pas, donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On l'a évoqué un petit peu ce matin en parlant des croisières qui venaient réduire le bon bilan carbone éventuel du territoire. Est-ce que cette diversification, finalement, c'est une obligation ? Alors, moi, je dirais que ça répond d'abord aux attentes des clients. Les clients, ils sont de plus en plus pressés et ils souhaitent recevoir avec un niveau de service, de qualité de service élevé, les produits qu'ils consomment. Que ce soit d'ailleurs en magasin ou l'achat en ligne, dans les deux cas. Et finalement, la valeur ajoutée, la mission d'un groupe comme CMA-CGM, c'est vraiment d'assurer toute cette chaîne dont on a vu effectivement avec la crise du Covid, à quel point c'était un peu le flux, le réseau sanguin, d'une certaine manière, de l'économie. Je rappelle quand même que 90% du commerce mondial passe à un moment ou à un autre. Donc 90% des objets que nous avons autour de nous, pour s'habiller, pour se meubler, etc., passent un jour dans des containers. Mais la stratégie du groupe, c'était effectivement d'élargir et de pouvoir offrir l'ensemble de la palette des solutions. Et dans l'effort de décarbonation, on a vraiment la volonté que dans chacun des compartiments de ce business, on applique des solutions sur nos assets. Par exemple, dans le maritime, ça va être, on a été les pionniers dans le groupe à dire, il nous faut une solution. On avait à l'époque la solution du LNG, du gaz naturel liquéfié, qui est, je le précise, une solution uniquement de transition.
Le gaz naturel liquéfié, ça reste un fossile, mais c'est une transition nécessaire parce que les navires que l'on a commandés, dans lesquels on peut souter du LNG, c'est aussi des navires dans lesquels on peut mettre du biométhane déjà aujourd'hui. Et là, on a l'expérimentation qui a été faite d'ailleurs. absolument, avec un soutage ici à Marseille grâce à un partenaire énergéticien. Et donc ça, c'est déjà faisable et c'est une réduction de l'empreinte carbone de 67% à peu près, donc ça n'est pas négligeable. Mais les quantités de biométhane, par contre, produites sont très, très faibles. Et donc, on réfléchit déjà là à l'étape d'après, que seront les méthanes de synthèse, pour aller là vers le zéro émission de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, on a investi également avec des commandes de navires au méthanol. Donc, on ne va pas aller sur une seule des technologies. On est agnostique, on regarde toutes les solutions possibles et là, on a commandé, je crois, bientôt 18 navires propulsés au méthanol. Et là aussi, on pourra faire du biométhanol et du méthanol de synthèse. Là, on arrivera à nouveau à zéro émission de carbone. Ça, c'est pour les assets et l'énergie. Mais la façon d'opérer nos assets, elle est aussi très importante. Là, on va parler d'efficacité énergétique, de réduction de la consommation et donc des émissions de CO2. Et ça nécessite la formation de l'ensemble de nos collaborateurs, mais notamment des gens de mer, des gens qui sont à bord des navires, parce qu'ils ont un rôle clé à jouer, et on n'oublie pas cette partie-là qui est très importante. Alors peut-être pour revenir sur la logistique urbaine, qui est quand même le point précis qu'on a choisi d'évoquer cet après-midi. Christine Borle-Tallec, la Poste, bon, la logistique urbaine, c'est son cœur de métier, si j'ai envie de dire ça comme ça. À partir de quand vous vous êtes dit il faut qu'on fasse les choses différemment? En fait, quand on y réfléchit, ça fait plusieurs années qu'on entend pas seulement parler, mais qu'on voit des actions et des concrétisations, y compris dans nos engagements stratégiques. Et l'histoire s'est vraiment accélérée depuis quelques années. On en parlait avant de prendre l'antenne, entre guillemets. La Poste est un acteur reconnu, par exemple, dans le monde du véhicule électrique, parce qu'on a eu une gouvernance un peu visionnaire qui a organisé cette mutation qui était vraiment quelque chose d'important et un vrai investissement. Et aujourd'hui, le groupe reste le premier opérateur de flotte de véhicules électriques en Europe. Donc on a cette antériorité-là. Tous les postiers ont été formés, ceux qui conduisent évidemment, à l'éco-conduite il y a quelques années déjà. Donc c'est vraiment un fil rouge, on pourrait dire un fil vert, mais un fil rouge de nos réflexions, de nos actions et de nos engagements. Et on était distributeur de courriers et de colis. La transformation des usages et du groupe est telle aujourd'hui qu'on est de plus en plus distributeur de colis. Et donc, ces sujets de l'accès au centre-ville, ces sujets de finalement ce qui fait notre responsabilité et comment on préserve le bien commun, c'est vraiment des choses des réflexions qu'on a depuis longtemps et qui se sont concrétisées. Deux points. Depuis juin 2021, le groupe La Poste est une entreprise à mission. Donc, pour une entreprise de cette taille, c'est un pas considérable autour de la proximité, autour du bien commun, autour de la proximité pour tous. Et puis, plus récemment, hier, se tenait une conférence de presse où notre président, Philippe Val, a expliqué, a posé les bases d'une accélération de notre engagement sur la logistique urbaine et sur la décarbonation de la livraison en centre-ville. Donc voilà, entre l'histoire d'il y a quelques années et ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, on est dans la continuité et dans l'accélération. On a deux angles d'attaque qui sont vraiment majeurs et que d'autres connaissent, je pense. Le premier angle, c'est vraiment de la décarbonation. Donc ça, c'est un sujet majeur qui nous occupe beaucoup, qui passe donc par cette transformation de nos flottes qui a déjà quelques années, mais qui se poursuit. On annonce l'achat de 8000 véhicules électriques supplémentaires, 1000 vélos cargo. Donc il y a vraiment des moyens massifs parce que nous sommes le premier opérateur colis en France. Ces actions concernent le périmètre du groupe, c'est-à-dire, j'allais dire, les colis jaunes, Colissimo qu'on connaît bien, mais également Chronopost,
Urbi, Stuart, DPD et nos filiales à l'étranger, puisque ça ne se sait pas beaucoup, mais notre chiffre d'affaires se fait 40% à l'international aussi pour la Poste. Enfin voilà, on a tendance à nous voir assez domestiques et on est un groupe international. Donc ça, c'est vraiment un angle majeur, c'est décarboner en s'appuyant sur aussi les évolutions technologiques, en nouant des partenariats, en regardant tout ce qui peut se faire de novateur. On travaille sur les drones. On a une liaison qui est exploitée dans le Var pour la livraison de drones, avec tous les sujets que ça embarque. Je ne dis pas que demain on livrera par drone tous les colis partout, mais c'est un sujet qu'il faut regarder. On a fait une expérimentation aux mines des Arnavaux où on rechargeait un véhicule grâce à une ombrière photovoltaïque. Voilà, donc on explore, on tâtonne, on investigue pas mal. On regarde maintenant les camions, parce que les véhicules de petits et moyens gabarits, c'est assez simple. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait sur les camions? Donc on teste un camion hydrogène à Lyon. Et voilà, et le sujet est lancé, majeur. Et tous les postiers, ils sont très attachés, en sont très fiers. Alors, l'actualité va nous rattraper. Bientôt, c'est le 1er janvier. On se remet à reparler beaucoup des ZFE. Ça fait débat, ça a fait débat et ça refait débat, mais il faut néanmoins s'y préparer. Comment est-ce que chacun, avec votre taille, votre vision, vous adressez cette problématique-là? Alors, j'ai parlé de la décarbonation du maritime, mais le projet de décarbonation, bien sûr, et l'objectif d'être net zéro en 2050 pour le groupe, il s'applique à l'ensemble des métiers de la logistique jusqu'au dernier kilomètre. Et donc, on a, un peu comme ce qu'a présenté Madame de la Poste, là aussi pour l'ensemble de nos véhicules, mais également pour l'ensemble de nos entrepôts, la volonté là aussi de décarboner, de moins consommer et de produire éventuellement de l'électricité sur nos entrepôts. Pour ce qui concerne spécifiquement la logistique urbaine du dernier kilomètre, donc qui est dans le groupe incarné par Colis Privé, qui est une marque, je crois, qui est connue en France, et vous l'avez dit, effectivement, une entreprise du territoire. Donc, on regarde bien sûr de très près ces zones à faible émission. Aujourd'hui, d'ici à 2023, on a décidé que sur les 3 villes parmi 11 ZFE, donc que sont Paris, Lyon et Marseille, donc bonne nouvelle pour le territoire, on sera zéro émission justement. On pourra donc, grâce aux solutions de véhicules électriques, de 2 roues électriques, de vélos cargo électriques, voire de solutions pédestres, proposer ces solutions zéro émission pour ces zones-là. Et d'ici à 2025, on pourra couvrir l'ensemble des 11 ZFE qui existent aujourd'hui. La Poste, même question. Alors, on a regardé ce sujet et on l'a travaillé pour le coup avec chaque ville, métropole concernée. Je peux prendre l'exemple de Marseille. En fait, une fois qu'on a connu le périmètre géographique de la ZFE, on a fait le point avec l'ensemble de nos opérateurs. Et on s'est aperçu qu'on était plutôt en avance, qu'on n'avait pas de risque par rapport aux véhicules qui seront autorisés, puisque nos équipements sont pour une grande partie déjà électriques, etc. Donc je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, parce qu'il faut aussi qu'on travaille avec nos prestataires et nos sous-traitants. Parce qu'en fait, c'est plutôt là que se trouve la question, c'est peut-être pas bien sûr ce que vous avez, oui, comment c'est notre écosystème. écosystème. Et donc, on travaille avec nos partenaires, quels qu'ils soient, avec plusieurs angles. Un que j'aime bien citer parce que je trouve que c'est un point important du moment. On a une filiale commune avec la Banque des Territoires qui s'appelle Movivolt et qui aide à la conversion. Les petites structures, les PME, les ETI, les associations qui n'ont peut-être pas cette expertise de quels sont mes besoins, vers quel type de véhicule aller. Et donc, c'est une mission de conseil, en fait? Conseil, vente, crédit, bail éventuellement avec la Banque Postale. Tous les actifs du groupe peuvent être mobilisés, du coup. Et voilà, donc c'est notre manière de travailler, c'est-à-dire en vraiment s'appuyant sur l'écosystème et des partenariats. Et évidemment que ces enjeux de décarbonation, on les a ciblés sur les zones, j'allais dire, à plus forte émission, entre guillemets, c'est-à-dire les métropoles. Et les métropoles seront 100% livrées en zéro ou très faible émission dans 2 ans. Donc c'est un beau challenge aussi. Voilà. Oui, je voulais rebondir parce que sur le terme écosystème que vous utilisez, que je trouve qu'il est tout à fait effectivement approprié. Et je voulais juste signaler que sur le territoire de Marseille, le groupe a mis en place un incubateur de start-up qui s'appelle The Box. Et on incube à The Box
un certain nombre de start-up autour de ces sujets, de la logistique urbaine, zéro émission, comme par exemple Deki. Je ne sais pas si vous connaissez cette start-up. On les connaît bien, oui. Et en fait, c'est Attention, effectivement... la Poste regarde vos startups aussi. Hein. Eh ben non, mais vice-versa, c'est fait Je pour. pense aussi. C'est tout à fait fait pour, et c'est ça bien comme ça. l'écosystème aussi. Absolument, absolument. En fait, c'est une dynamique qu'il faut créer, une dynamique vertueuse qui embarque les énergéticiens, qui embarque les acteurs logistiques, et sans oublier, effectivement, même quand on est un grand groupe, des acteurs qui viennent proposer des solutions, souvent digitales, parce que la dimension digitale est absolument clé. Notamment sur le aussi... monitoring, hein, c'est vrai que The Box a quelques startups qui font, alors plus sur le transport maritime, moins sur la logistique urbaine, mais c'est vrai que tout est adressé. On a différentes solutions. Pas que digitaux, effectivement. Sur les startups, pareil, vous les regardez comment? En fait, on a plusieurs programmes de veille et d'incubation. On a des fonds d'investissement et sur les secteurs qui, comme beaucoup d'entreprises, je pense, qui sont stratégiques pour nous, que ce soit la fintech, que ce soit la logistique. On regarde beaucoup aussi le monde de la santé autour du vieillissement de la population, du maintien à domicile. Et donc, on accompagne des startups voilà, à différents niveaux jusqu'à la prise de participation éventuelle. Vous en rachetez même, je crois. Ah oui, ça c'est une politique qui existe. Oui, depuis plusieurs années, c'est une politique de croissance externe. En fait, le groupe La Poste, c'est vraiment un groupe qui est un cas d'école sur les sujets de transformation, parce que le courrier traditionnel faisait plus de 80% de notre chiffre d'affaires il y a moins de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, c'est 17%. Mais notre chiffre d'affaires a augmenté malgré ça. Et cette augmentation, elle s'est faite en développement de nouvelles activités, de nouveaux services, en misant sur des enjeux stratégiques, que sont la banque assurance, que sont le collier et la logistique, et puis par des politiques d'acquisition sur des secteurs qui nous paraissent importants et qui ont tous une particularité, c'est qu'ils renforcent notre rôle et ce qu'on pense être notre mission d'acteur de proximité humaine. Dans ce monde un peu compliqué, très numérique, où on voit quand même des territoires ou des populations qui sont un peu laissées de côté. Et la logistique urbaine fait partie de ce credo et de ces engagements. Si je peux juste compléter, je disais, un de nos piliers, c'est la décarbonation. Et puis le deuxième angle, c'est décongestionner. Et pour nous, ce sont vraiment les deux manières d'aborder le sujet de la logistique urbaine. Oui, on l'a un peu vu dans le film. Tout le monde dit oui, évidemment, les camions ou les camionnettes qui circulent ne sont pas pleines. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc nous, notre angle d'attaque, c'est de dire, et ça rejoint ce que disait le président de la CCI ce matin ou d'autres acteurs, on a besoin de foncier. On a besoin de s'organiser pour avoir une... Alors là, vous posez une question qui est essentielle ici, c'est effectivement d'avoir des points relais, comment s'organise-t-on? Avoir des tout à fait. Des endroits pour voilà, poser les véhicules, pour pas qu'ils aillent dans le centre-ville. Et en fait, le sujet, c'est de massifier en entrée de ville. En tout cas, c'est la manière dont on traite le sujet, pour ensuite, par des moyens différents, et y compris pédestres, ce qui est un peu notre cœur de métier pour le coup, repartir en moyens propres dans des tournées de proximité. Et donc, ce sujet-là, il se travaille, ce sont des sujets de moyen terme, on va dire. Hein. Mais dans le film, on entendait le maire de Montpellier qui disait l'élu à la clé. Donc, quand on manque de foncier, c'est quoi la solution? Quelle est la solution? En fait, les élus ont certaines clés, ils ne les ont pas toutes. Quand on parle stationnement, quand on parle réglementation, quand on parle schéma directeur, anticipation, bien sûr que ce sont les métropoles ou les villes qui ont les clés. Ensuite, sur le foncier, il y a des acteurs privés, il y a des investissements à réaliser. On travaille beaucoup avec les métropoles pour aboutir à des conventions, à des intentions partagées. Sur Aix-Marseille et sur Nice, on avance bien. Mais vous avez des expérimentations sur le territoire, oui, justement sur la logistique inversée? Oui. Bon, on teste tout. Voilà. Donc, la logistique, c'est les marchandises qui rentrent, qui circulent et qui sortent. Et donc, les trois sujets sont intéressants parce que derrière, la logistique des marchandises, c'est quand même un des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est vraiment un sujet majeur. On parle beaucoup de mobilité des personnes, mais le sujet de la mobilité des marchandises en ville est vraiment un sujet stratégique et très important. Peut-être poser... Oui, allez-y. Non, je trouve que l'approche des logiques partenariales qui passent aussi par des partenariats publics-privés, c'est très important dans ces trajectoires de décarbonation, parce que quand on parle véhicules électriques ou deux roues électriques, on a aussi besoin d'infrastructures de recharge qui vont
certaines être dans le domaine privé, mais d'autres sur le domaine public. Et donc cette dimension d'infrastructures de recharge, mais qu'on va retrouver également en problématique d'infrastructures portuaires pour pouvoir amener sur les ports les carburants de nouvelle génération décarbonés dont nous avons besoin. Donc c'est vraiment, on parlait d'écosystème, on intégrait les startups, mais cette dimension des infrastructures, elle est absolument clé, elle fait partie, et d'ailleurs j'en profite pour dire que une des décisions qui a été prise récemment, là, au mois de septembre, par le groupe CMA-CGM, c'est de mettre en place un fonds d'investissement de 1,5 milliard d'euros pour justement, c'est un fonds énergie. Oui. Et donc, un des piliers, bien sûr, c'est finalement travailler avec le secteur énergétique pour accélérer et passer à l'échelle la production de carburants décarbonés, dont je parlais tout à l'heure et dont nous avons besoin en très grand volume. Ça va être ça le gros mur technologique avec ça. Mais on a aussi à décarboner nos terminaux et donc les infrastructures de manière, par exemple, à pouvoir faire du branchement à quai électrique pour nos navires plutôt que de laisser tourner les moteurs. Mais également les entrepôts, j'en parlais. Et puis, je n'oublie pas la dimension d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique, qui est vraiment un plan qui doit traverser absolument là aussi tous les métiers, mais y compris le tertiaire, l'ensemble des bâtiments tertiaires que l'on a. Et c'est là d'ailleurs qu'on peut aussi embarquer nos collaborateurs, parce que il y a tout un volet de sensibilisation, de formation aux enjeux du climat, là en l'occurrence, mais aussi à ceux de la biodiversité, qui va pouvoir démultiplier. Et j'imagine que pour la Poste, c'est la même chose, parce qu'on a 150 000 collaborateurs dans le monde. Eh bien, en fait, ils ont tous envie d'apporter leur contribution. Une petite goutte à chaque fois apportée. Voilà. Ou des actions plus massives, à la fois à leur niveau individuel, mais au niveau de leurs équipes de travail ou des entités qu'ils peuvent piloter. Christine Borletallet, sur l'expérimentation que vous menez avec la métropole, ça en est où? C'est quoi les enseignements de ce que vous êtes en train de faire? En fait, on a travaillé depuis plusieurs mois avec les services de la métropole pour poser ce qui serait les bases d'une collaboration. Alors, le terme est un peu galvaudé, mais gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on peut proposer en tant qu'opérateur majeur de la livraison des marchandises dans le centre-ville, de quel environnement on a besoin, mais également comment on peut embarquer les transporteurs locaux, les autres prestataires, puisqu'on n'a pas l'ambition d'être seul. Et face à ça, en quoi la métropole peut nous appuyer. Et on en parlait tout à l'heure, par de la prospective, par un travail. Alors c'est métropole et ville, parce que les compétences stationnement, c'est plutôt la ville. Schéma directeur, c'est plutôt la métropole. Mais du coup, comment on peut organiser, anticiper. Il y a la ZFE, il y a la réglementation sur le stationnement, il y a les accès, il y a les sujets de foncier. Donc tout ça, c'est un système un peu compliqué et il faut un peu tirer sur les fils de la pelote pour les dénouer et finalement partager une vision commune. Déjà, ça c'était un premier point et je pense qu'elle est complètement partagée. Le fait de dire il faut s'en occuper, il faut anticiper, il faut prévoir des lieux, des zones de stationnement, du contrôle, de la limitation ou pas des accès. On a des rues piétonnes qui arrivent, ça pose des tas de problèmes. Et puis je pense que tout le monde l'a vécu, on se déplace le matin, vous voyez un véhicule de livraison qui bloque une rue, qui a le moteur allumé, qui crée des embouteillages, qui est un peu dangereux, il y a de la nuisance sonore. On est vraiment dans des sujets de société, de quelle ville veut-on demain ? Et puis il y a un sujet aussi qui est important, je pense, c'est qu'on travaille un petit peu à côté, mais pas tout à fait. C'est aussi le sujet de la vitalité des cœurs de ville et des centres commerciaux. Si on enlève une certaine mobilité, il faut pouvoir faire en sorte que ça n'enlève c'est rien. Rendre à la ville aussi ce côté agréable. Et donc on travaille aussi ce sujet-là. On a par exemple une plateforme qui permet aux commerçants qui ne sont pas digitalisés de s'exposer sur une place de marché
avec la vocation de vendre localement. On n'a pas l'idée voilà, l'idée c'est vraiment de favoriser le commerce. l'Amazon de demain. Non, parce que déjà ils sont bien plus forts que nous et ce n'est pas du tout notre modèle. Mais l'idée c'est de dire tiens, un commerçant, un petit commerçant qui n'a pas les moyens ou les compétences peut s'afficher sur une plateforme et soit le client viendra en click and collect récupérer son objet, soit le facteur ou un cyclo-logisticien le livrera en proximité. Et ça, c'est quelque chose qui va dans cet écosystème de l'e-commerce, de la livraison, de la vitalité des centres-villes. Colis Privé peut faire ce genre d'expérimentation ou d'autres? Écoutez, oui. Oui, absolument. En tout cas, c'est peut-être un peu un mot de conclusion. J'ai encore une question. Après. Ah, il y a encore une question, Oui. pardon. C'est parce que je... le timer. Oui, non. Donc, colis privé, oui. D'abord, a pris des engagements très clairs, hein, je le rappelais, 2023, 2025. On observe de très près toutes les expérimentations qui se passent et je pense que le groupe La Poste, très présent sur tout le territoire, est forcément un modèle. Encore une fois, nous, on a vraiment à être acteurs sur l'ensemble des chaînes logistiques parce que c'est vraiment avec tous ces métiers qu'on atteindra le net zéro 2050 pour le groupe. Donc, on ne peut laisser aucune activité à l'abri d'actions fortes à impact. Et je crois qu'on peut dire que finalement, personne dans ce secteur du transport maritime et de la logistique n'a fait aussi fort sur ces sujets-là que le groupe CMA-CGM. On peut être fier à Marseille. Je crois qu'on l'est depuis ce matin. Bon, on n'a pas dit que des choses très gentilles, mais généralement quand même plutôt. Alors j'ai une dernière question, c'est qu'il y a une mission qui a été menée par le gouvernement l'année dernière sur la data et la logistique urbaine, avec des préconisations qui ont été faites par le groupe de travail, qui était justement de savoir mieux gérer la data pour prendre des décisions. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est savoir comment on fait, quand on fait, avec qui, à quelle heure presque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est très loin de votre quotidien? Ou est-ce que finalement, The Box pourrait aussi peut-être aller regarder, enfin, la data, c'est le digital, c'est beaucoup des startups qui y sont incubées. Est-ce que c'est pas ça aussi le prochain sujet, c'est d'aller chercher de la technologie, pour le coup, pas juste avec une solution, mais avec des possibilités d'anticiper? Je peux tenter un début de réponse. Allez. Le sujet pour le groupe, c'est la data de la logistique, mais d'une manière générale et comme toutes les entreprises, les data. Et on est un gros producteur de data par les systèmes bancaires, par l'envoi de colis, l'adresse, la base adresse, etc. Donc c'est quelque chose auquel on est attentif et sensibilisé et respectueux des réglementations parce que ce sont des sujets quand même très oui, ça fait sensibles peur un peu, et hein, bien la sûr, data bien sûr. Comment on l'utilise. Le groupe a investi depuis plusieurs années dans le monde de la data et de l'IA. On a plusieurs centaines de collaborateurs qui sont sur ces métiers-là, data analyst, développeurs, etc. Les tournées des facteurs utilisent l'IA pour être conçues depuis longtemps, parce qu'on parle livraison de colis, mais notre cœur de métier, c'était les livraisons de lettres et la tournée et la connaissance du territoire en géomarketing, finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intégré et qui sert effectivement à concevoir, à améliorer, à optimiser les tournées aujourd'hui. Et je ne résiste pas au fait de dire que le sujet de la data et de l'IA est un sujet à ce point stratégique pour nous, qui fait l'objet d'un programme particulier. Et on vient de sortir avec la Banque des Territoires, en collaboration avec la Banque des Territoires, toute une étude sur ce sujet-là, en particulier dans l'usage et les besoins des collectivités locales, voilà, qui est en cours de déploiement et qui est assez pédagogique. Alors, en quelques mots, je dirais que le digital et donc la data, c'est un levier absolument indispensable pour réussir finalement, avoir un peu un jumeau numérique d'une certaine manière de l'ensemble de la chaîne logistique. C'est absolument indispensable, c'est au cœur du métier de logisticien. Et donc on a le secteur IT et digital. La deuxième chose, c'est que c'est aussi un levier très puissant pour aider à la décarbonation. On parle de Green IT et de IT for Green.
légère distinction, le Green IT, c'est Oui. réduire l'empreinte carbone du numérique, qui est un vrai sujet d'ailleurs, qui fait partie de Absolument. notre plan de décarbonation. Mais l'IT for Green, donc la data, le digital service. pour décarboner, Ouais. c'est absolument clé. On a même, on s'engage dans un corridor maritime qui est à la fois vert et digital. En fait, c'est bien les deux sujets qui sont indispensables. Même chose pour la logistique du dernier kilomètre avec l'e privé, bien sûr qu'on a absolument besoin de la data. Donc, ça n'est pas seulement un sujet de start-up, c'est vraiment au cœur du dispositif de l'entreprise, mais on est ouvert là aussi à des solutions disruptives qui viendront peut-être plutôt de l'extérieur. Merci à toutes les deux. On se rend compte que la logistique urbaine, c'est un sujet sans fin. Parce que finalement, tout le monde y est confronté et que beaucoup de choses sont testées, mais il n'y a pas encore la solution. Beaucoup reste à faire, oui. Voilà, il n'y a pas encore la solution miracle. Merci à toutes les deux et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler décarbonation et pour le coup de l'industrie décarbonée. À tout de suite.